chaque 100 000 gagnés, c'est des mois de plus de salaire ou de survie d'entreprise, le temps de retrouver. C'est le bazar et quelque part, je me fiche pas mal que ce soit le bazar. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, je pense que, à mon humble avis, l'IA est en train de transformer la façon dont on est en train d'écrire du software aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Tech Rocks. Je suis Fabien Punin, cofondateur et Chief Data Officer d'Opsima, un outil FinOps qui permet de réduire sa facture cloud sans toucher à son infrastructure. Je suis également accompagné d'Alexandre Lacroux, lui aussi cofondateur et CTO d'Opsima. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Laurent de Morlon. Jean-Laurent est SVP Engineering chez Docker, donc une entreprise et un service qu'on ne présente plus dans le monde de la tech. Et nous allons avoir le plaisir d'échanger en particulier autour du thème de la FinOps. Bonjour Jean-Laurent. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et on est ravis également. Jean-Laurent, d'ici quelques minutes, on va aborder ton parcours, ton expérience FinOps au global et notamment chez Docker. On parlera également de FinOps en lien avec l'AI, la Gen AI et l'agentique, qui sont des sujets qui passionnent les foules et qui préoccupent aussi beaucoup de CTO et de tech leaders en ce moment. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Jean-Laurent, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter? Ouais, merci Fabien. C'est pas la première fois que je passe dans des podcasts chez TechRox, donc peut-être qu'il y a des gens qui me connaissent déjà un petit peu, donc je vais faire court. Donc Jean-Laurent de Morlon, je m'occupe de Docker depuis un certain nombre d'années maintenant. Je me sens vieux pour être honnête, ça fait presque 10 ans que je suis chez Docker. Je me rappelle toujours l'anecdote que je disais à ma femme, t'inquiète pas, c'est une start-up, je suis là pour 2-3 ans, puis je vais aller faire autre chose. 10 ans plus tard, je suis toujours là. Donc j'ai l'impression un peu moi de vivre le monde à travers des lunettes qui sont celles des conteneurs. Donc à Docker, qu'est-ce que j'ai fait? Sur 10 ans, effectivement, la carrière, elle bouge un peu. Bon, j'ai démarré sur de l'ingénierie, purement sur l'outil Docker Desktop aujourd'hui. Mais assez rapidement, notamment en 2019, j'ai pris les rênes de l'ensemble de l'engineering avec Scott Johnson, le CEO, quand on a fait une restructuration de l'entreprise. Et à ce moment-là, effectivement, c'était un rôle de VP Engineering, donc classique, autour de gérer les équipes de développement. J'ai fait ça pendant 5 ans et puis l'année dernière, on a un peu rechangé de nouveau la structure de la boîte avec un nouveau CEO. Et aujourd'hui, je gère les projets de GenAI. Donc pourquoi je suis là aujourd'hui avec vous? Pendant 5 ans, de 2019 à en gros fin 2024, j'ai géré l'ensemble de l'engineering. Et quand tu gères l'ensemble de l'engineering, effectivement, à un moment donné, il y a des conversations avec les ops, avec la finance, autour de dis donc, Jean-Laurent, pourquoi on dépense autant d'argent là? D'un côté, la finance qui arrive là-dessus et les ingénieurs de l'autre côté qui disent je pourrais pas avoir un peu plus accès à cet nouvel outil ou ce truc-là. Et effectivement, je trouve que c'est un bon sujet. Si on mixe ça en plus avec les AI derrière, qui à ce moment-là fait commencer à tourner la tête, de discuter de ces sujets-là. Donc aujourd'hui, voilà, je gère les projets Gen AI chez Docker, mais avec une grosse expérience pendant 5 ans d'avoir géré une équipe d'ingénierie qui passait de 70 à peu près 200-250 personnes. Donc avec un scale sur 4-5 ans. Voilà, tous les aléas et les joies autour de ce genre de scale dans un monde multi-fuseau horaire, puisque Docker, l'ingénierie, c'est la côte ouest des États-Unis, donc San Francisco, Seattle, je crois qu'on a des gens en Bulgarie et tout ça. Donc, c'est un fuseau horaire assez intéressant. Eh ben, ça va être super intéressant de rentrer dans les détails de tout ça. Jean-Laurent, Docker a pas mal évolué en tant qu'entreprise et produit. Est-ce que tu pourrais nous parler du produit, et à quoi il ressemble aujourd'hui? Et à quoi ressemble aussi l'infrastructure sous-jacente? Ouais, alors rapidement, parce qu'effectivement, Docker, c'est donc une entreprise qui a un certain nombre d'années, donc il y a beaucoup de choses. Mais essentiellement, on va dire les 2 parties les plus importantes, c'est aujourd'hui, quand vous faites récupérer une image de n'importe quel type de base de données ou n'importe quel type de serveur web, en général, vous les récupérez du Docker Hub, donc hub.docker.com. Et en fait, dans les commandes Docker, on fait avec un Docker Pool Nginx, ouais, quelque part, ou Docker Pool MongoDB. Et c'est un petit peu la magie de Docker. C'est-à-dire, avant ça, c'était quand même compliqué de faire tourner une base ou un système. Et la promesse, la magie de Docker, quelque part, c'est ton produit n'est qu'un Docker Pool away de là où tu es. Donc Docker Pool Nginx et boom, c'est là. Et effectivement, pour faire un Docker Pool Nginx, MongoDB ou quoi qu'est-ce, ça demande un certain nombre d'infrastructures pour que ça marche partout, etc. Donc effectivement, Docker Hub, c'est une partie vraiment centrale de mon infrastructure. C'est en termes de coût, mais aussi en termes effectivement de compute, qui permet, alors je sais plus combien on a, mais je crois de mémoire, on avait quasiment 50 000 poules par seconde. Donc voilà, c'est une infrastructure assez sympa. Si vous êtes ingénieur, c'est un endroit marrant à travailler, puisque
vous êtes sur des contraintes assez costauds. Donc ça, c'est une première partie. Comment tu fais pour scaler? Alors en plus des images, là, Nginx, c'est bien, tout le monde s'en sert, mais en fait, on host aussi n'importe quel type d'image poussé par n'importe qui, donc ou quasiment. C'est gigantesque. Je crois qu'on est à plus de 10 pétabytes de données. Plus pour la petite histoire, les images Docker, c'est assez rigolo parce que finalement, c'est constitué de couches et les couches sont communes parfois à certaines images. Donc, par exemple, un Nginx de plusieurs versions partage des couches en commun. Et donc, quand tu veux effacer ou déplacer quelque chose ou savoir à qui ça appartient, bah, c'est compliqué parce que l'appartenance est commune à plusieurs images. L'autre partie, c'est Docker Desktop. Donc, Docker Desktop, quasiment 5 millions d'utilisateurs. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'en servent. Et notamment, dans Docker Desktop, tu me diras: «Ah bah oui, mais ça tourne sur ton laptop». Je dis: «Non, qu'est-ce qu'on s'en fout?» Et ben, en fait, on s'en fout pas parce qu'on met des mises à jour régulièrement et il faut les télécharger et rien n'est gratuit. Comme l'ensemble de notre infrastructure, à la fois sur Hub, mais aussi pour Docker Desktop et sur AWS, nous, on paye chaque petit octet qui part de chez AWS et qui arrive chez les gens qui s'en servent. Il y a des coûts assez importants autour de Docker Desktop et notamment de l'optimisation des mises à jour et compagnie. La dernière partie, c'est que dans des entreprises qui ont un certain âge, comme Docker, elle est faite d'acquisitions. Et notamment, on a fait des acquisitions dans lesquelles la partie, une entreprise qui s'appelle Atomist, qui gère aujourd'hui notre produit Docker Harden Image, est entièrement sur Google Cloud. Donc, on a aussi une toute petite partie sur Google Cloud chez Docker. Et évidemment, comme c'est une grosse boîte, on a aussi un tout petit bout quelque part sur Azure, mais voilà, c'est vraiment minime, minime. 90% de notre infrastructure est sur AWS, on va dire 10% en gros à la louche sur Google Cloud. Et voilà, donc c'est essentiellement, en termes de coût, c'est essentiellement du storage du coup, puisque effectivement 12 pétabytes et avec l'ensemble des input-output qu'il doit y avoir, c'est assez conséquent. Mais on a pas mal de compute aussi parce que bah, effectivement, il y a du scale sur Docker Hub, sur les autres parties. Oui, et Docker, c'est une techno qui est absolument omniprésente dans le monde de l'infra aujourd'hui. C'est à l'origine, finalement, c'est devenu synonyme de containerisation, donc c'est assez fascinant de pouvoir soulever un peu le capot de l'infra de Docker avec toi. Jean-Laurent, tu as été au cœur d'un impressionnant pivot chez Docker, un pivot qui a été réussi, qui a démarré, tu l'as dit un peu plus tôt, en 2019, et durant lequel on comprend qu'il a fallu transformer l'organisation Docker et l'infrastructure tech de Docker. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience et notamment via le prisme donc FinOps de la rationalisation de l'infrastructure, de la rationalisation des coûts? Est-ce que tu peux nous dire quelles ont été ta méthode et ton mindset FinOps en vue d'adresser ce chantier? 2019, effectivement, l'entreprise est pas en grande forme. On a déjà changé je pense 2-3 fois de CEO à ce moment-là. L'entreprise passe de à peu près 500 personnes et on va dire, 1 000 000 de valuation à peu près et on redémarre la boîte avec 70 personnes. Je veux dire une cible, cliente différente et une valuation, qui est, en dessous des 100 millions. Donc, effectivement, on va dire, on était en life support, comme on dit en anglais à ce moment-là, et c'était un petit peu, OK, comment on fait pour refaire redémarrer ce bateau? C'est le moment où effectivement, il y a le virage avec Kubernetes qui prend beaucoup d'ampleur et Docker à ce moment-là se restructure sur, le poste de développeur. En fait, un conteneur, c'est génial de tourner en production, c'est fantastique. Mais l'idée, c'est, comment on peut faire pour, que finalement ce qui se passe sur ta machine en tant qu'ingénieur, ce soit le plus proche possible de la réalité, sachant qu'effectivement c'est impossible puisque c'est pas la même chose, mais en tout cas, comment on fait pour s'en approcher le plus possible? La promesse, c'est bah, si tu es capable d'avoir ton conteneur qui contient 100% de ce que il va contenir quand il sera en production, bah, tu seras un peu plus proche que si tu livrais juste des binaires comme on faisait à la belle époque. Quand tu repars d'une boîte comme ça, il y a un côté alors, humainement, difficile, hein, quand tu passes de 500 à 70 personnes. Donc une grosse partie, la plupart des gens sont partis dans une entreprise qui s'appelle Mirantis, qui ont fait, toute une partie, justement cloud, control plane autour de Kubernetes et de Swarm à l'époque et donc il y a pas eu, de licenciement massif, mais enfin quand même tu pars, tu changes quand même de structure, d'entreprise et notamment tu pars avec un runway, qui est assez court. Le runway, comme dans les startups, c'est, l'argent que tu as jusqu'à ce que, bah, il y en ait plus et que tu peux plus payer ni tes salaires ni ton infrastructure. Et donc, quand tu es dans ce type de mindset, tu es dans un mindset de reboot, quoi, de redémarrage. Et quelque part, tu dois faire des coups drastiques, quoi, pour entre guillemets survivre, quoi. C'est l'état d'esprit, hein. L'idée, c'est bah, le bateau coule, comment tu fais pour t'en coupes un morceau et tu repars avec un bout de radeau et comment tu fais pour retrouver avec un bateau un peu plus tard. Donc voilà. Et donc là, bon, je passe sur le côté humain difficile hein, de ce truc-là, c'est pas le sujet. Mais c'est vrai que ça ça nous a drivé hein, au moment du mindset, hein, tu te retrouves avec, avant tu avais,
on va dire, 10 équipes qui géraient l'ensemble de l'infrastructure et tu te retrouves avec, 4 gars dans un coin que tu connais à peine. Donc il y a aussi un petit peu ça. Donc quand tu es dans ce genre de situation, quelque part, moi je me rappelle avoir eu les lauriers, de l'équipe finance à un moment donné en me disant: «Ah c'est fantastique, tu as sauvé tant d'argent en coupant, en réduisant du coût d'infrastructure». Parce qu'effectivement, hein, si vous êtes un financier, vous dites: «Bah, j'ai, 2 ans, 3 ans, 1 an de renouer devant moi». Les coûts d'infrastructure sont un coût important, c'est, plusieurs millions de dollars par an. Donc effectivement, chaque 100 000 gagnés, bah, c'est des mois de plus de salaire ou de survie de l'entreprise, le temps de retrouver le truc. Donc effectivement, c'était un sujet intéressant. Moi, j'ai trouvé ça, entre guillemets, «relativement facile à faire» et je dis pas ça pour frimer ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est un truc de survie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dis: «Bon, bah, OK, à quoi ça sert toutes ces choses-là?» Et bah, tu coupes, si c'est critique, oui, tu gardes, c'est pas critique, bah, tu coupes et puis tu verras plus tard ce qui se passe. Pourquoi notamment c'est important de faire ça dans cet esprit-là et pourquoi je le dis là? C'est parce qu'en fait, quand vous passez d'une entreprise de 570 avec un scope qui est différent, vous vous retrouvez avec énormément de services qui étaient pas, utiles. On faisait tout un tas de trucs sur le cloud, on les faisait plus, ou on n'allait plus les faire. Il y avait et ça, c'est à la fois en termes de production, mais aussi, en termes de développement. Vous savez bien que quand on déploie d'abord dans des systèmes de staging ou internes et ensuite pour passer en production. Donc en gros, un des gros coûts, c'était effectivement nos dépenses AWS. Et là, bah, ouais, on fait des coupes à plusieurs centaines de milliers de dollars de sauvegarde, ce qui a rendu très heureux, les financiers et qui, moi, me semblait assez facile. Typiquement, bah, on avait, un compte Amazon qui était entièrement dédié, au, système de développement, donc où est-ce que les ingénieurs déployaient leur système et on avait un compte Amazon complètement différent pour la production, pour des questions de sécurité et autres. Et effectivement, quand on a fait ça, on a coupé très fort et c'est là où effectivement j'ai eu les lauriers de la finance alors que, bah, finalement quand vous regardez d'une boîte de 500 à 70, bah, voilà, c'est facile, tu coupes, il y a plein de trucs. Effectivement, quand on a tripatouillé là-bas dedans, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses. Donc on regarde quand même chaque service, hein, on fait la liste de tous les instances EC2, de tous les storages, et cetera. Donc ça prend un certain temps, hein, c'est pas fait en 5 minutes. Ça nous a pris, je pense, 2-3 semaines. Mais effectivement, on a retrouvé, par exemple, un truc rigolo, c'est à une époque, Docker, on avait une interface entre Docker et Minecraft, et donc tu pouvais voir, te promener dans un monde Minecraft avec les petits cubes là, et tu pouvais voir tes serveurs, tu pouvais rentrer dedans. Enfin bref, un truc un peu rigolo et assez bien foutu autour de ça. Et entre autres, on avait pas mal de serveurs Minecraft qui traînaient. Je pense que c'était des ingénieurs qui avaient laissé tourner ça. Et donc ça, typiquement, tu te retrouves avec, j'en sais rien, une instance EC2 à 10 euros ou 10 dollars par mois, qui tournait comme ça depuis des années. Donc là, effectivement, avec un coût très faible d'investigation de ton côté, tu as la finance qui te saute au cou en disant: «Ah, vous êtes formidable». Non, pas du tout, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Donc effectivement, ouais, quand tu es dans une restructuration de boîte, aller regarder les dépenses et tout couper court, je pense que c'est assez intéressant. C'est pas forcément très difficile à faire, faut être un peu, critique, hein. On avait plein de services, on repart essentiellement avec Docker Hub, donc c'était, tout tourné autour de ça et puis, Docker Desktop aussi. Mais Docker Desktop, c'est surtout du storage, hein, c'est essentiellement du S3, on crée en interne dans le CI des builds de Docker Desktop, on les store sur S3 et ensuite c'est juste du management. Donc le côté desktop, c'était relativement simple. La partie hub, c'était un peu plus complexe, effectivement. Ouais, ça doit être, assez enrichissant du coup cet épisode de restructuration, avec du coup pas mal de challenges, FinOps. On dit d'ailleurs de la FinOps que c'est une discipline qui est à la frontière entre, l'engineering et la finance, 2 mondes qui se parlent assez peu de nature. La question qu'on avait avec Fabien, c'est comment est-ce que tu mets en place une gouvernance FinOps, donc en termes d'outils ou de process? Comment tu crées une culture FinOps pour inciter la tech, en fait, à s'intéresser à l'efficience financière? Et on se demandait quels étaient concrètement, les leviers dont tu disposes pour y parvenir. Donc moi, j'ai pas, un diplôme en FinOps, hein. J'ai, une expérience terrain autour de, voilà, ces quelques années à gérer ça. Et alors au début, il y avait effectivement toute la restructuration de l'entreprise, mais ensuite derrière le scale-up, de 70 à 200 personnes, tu as forcément des besoins et tout ça. Donc, effectivement, tu essaies de comprendre un peu où vont les coûts, quoi. Il y a une partie qui est assez rigolote avec la entre guillemets, avec la finance, c'est que, bah, quelque part, la plupart des équipes financières, elles comprennent pas grand-chose à l'engineering. Donc tu peux arriver, leur raconter des belles histoires, ils vont faire: «OK». Parce qu'ils peuvent pas vraiment argumenter avec toi. Donc, c'est là où il faut être un peu logique et un peu, en tant que responsable de l'engineering, tu te dois justement de faire cette transformation, de faire en sorte qu'effectivement, les coûts qui sont demandés ou les dépenses qui sont faites, elles sont logiques, elles sont alignées avec, la stratégie de l'entreprise. Parce que c'est super facile de débouler dans la finance et dire: «Ouais, non, mais j'en ai super besoin parce que c'est un serveur critique, la base de données, c'est important, vous comprenez, blablabla». Et donc, à quelque part, un petit peu le bullshit que les ingénieurs peuvent, parce qu'ils ont des connaissances, et que parfois ils font avec le produit, pour ceux qui sont du produit qui nous écoutent aujourd'hui, hein, qui se font, on va dire, avoir par, des
demande d'engineering. Bon, on peut faire avec la finance, c'est encore plus, entre guillemets, facile à faire. Donc, en tant que VP engineering, tu es un peu le garant de ce truc-là et de faire en sorte qu'effectivement les coûts sont maîtrisés. Encore une fois, le mindset au départ chez nous, c'était il faut survivre, donc on va couper les coûts. Donc ça, c'était assez facile finalement de sensibiliser les gens à ça. Et après, moi, je me rappelle sur Docker Desktop, c'est assez intéressant. Personne n'avait vraiment d'idée des coûts que représente le téléchargement d'un Docker Desktop. À l'époque, Docker Desktop, il devait bien faire dans les 500-600 mégas, l'installeur tout seul. Et effectivement, tu te dis, bah voilà, il y a chaque personne qui télécharge Docker Desktop. Donc aujourd'hui, on a 5 millions. À l'époque, je ne me rappelle plus combien d'utilisateurs, probablement 3 ou quelque chose comme ça. Tu te rends compte que tous les mois, il y a un certain nombre de gens qui téléchargent ce machin-là et que tu payes chaque octet. Donc, par exemple, une phase de sensibilisation facile avec l'équipe desktop qui se disait, bah nous, c'est bon, on n'a pas de coût, on n'a pas d'instance, on n'a pas d'instance C2, on n'a pas de coût à part du stockage, c'est facile. Tu leur fais prendre des conséquences, tu leur dis: «Ah alors combien vous avez de téléchargements aujourd'hui? Ah ouais, pas mal, hein, super, OK, bah chaque téléchargement ça coûte ça». Donc voilà, chaque jour d'opération de Docker Desktop, ça coûte, je sais pas 10 000 balles, 20 000 balles, je me rappelle plus les prix. Et donc du coup, bah voilà, tu les sensibilises. Bah, qu'est-ce qui se passe après ça? Bah, quand tu as des ingénieurs qui sont, conscients ou que tu mets en place cet état d'esprit en discutant avec eux, en leur montrant simplement le coût, et ben, ils sont arrivés avec, en réduisant déjà la taille de Docker Desktop pour qu'effectivement, les téléchargements, plus 500 mégas, mais voilà, alors je sais plus à combien est Docker Desktop aujourd'hui, j'ai pas regardé récemment parce que je fais que de la GenAI maintenant, mais on doit être entre 200-250 ou même peut-être un peu moins. Et donc ça, bah, déjà, tu divises par 2 tes coûts directement. Ensuite, d'autres choses qu'on a pu faire autour de ça, c'est aussi, les mises à jour. Plutôt que de faire des mises à jour de Docker Desktop, directement, en téléchargeant l'ensemble du binaire à chaque fois, bah, on a fait, tout un travail de mise à jour différentielle. Donc ça consiste à faire, un espèce de diff binaire entre, une version, et N-1, N-2, N-3 et une version, à la version actuelle. Et tu proposes juste de télécharger, cette partie-là. Faire ça aussi, ça nous a permis de faire des gains d'argent, directement. Et donc comment tu fais ça? Bah, c'est simple, enfin, c'est relativement simple, c'est-à-dire que tu montres les coûts, tu fais prendre conscience aux gens, c'est essentiellement de la sensibilisation, hein. La partie rigolote, c'est quand même, tous les ingénieurs, quand même, hein, il y a un mindset en tant qu'ingénieur, c'est que quelque part, vous avez déjà entendu ça 15 fois, avant de télécharger un outil, ils vont dire: «Attends, moi je peux le faire. D'accord, moi je sais coder ce truc-là, pas besoin de l'acheter quoi, je suis trop fort». Et ce mindset-là, il amène à se dire, «Pourquoi j'achèterais quelque chose?» D'accord? Donc c'est tout le monde, tout le délire qu'il y a autour, enfin délire, autour des IDE, où, on va dire la plupart des systèmes d'environnement de développement sont gratuits aujourd'hui, hein. Il y a JetBrains, merci, arrive à survivre dans ce monde-là et survit plutôt pas mal. Mais quelque part, il y en a pas beaucoup qui vivent dans ce monde-là. Visual Studio Code, c'est gratuit, Xcode, c'est gratuit. Alors tous les gens sur Mac vont me dire: «Mais non, je suis obligé de payer un abonnement si je veux déployer». OK, mais bon, le Xcode lui-même te permet de déployer, localement, sur ta machine gratuitement. Donc il y a quand même on vit quand même dans un monde, en plus baigné d'open source où effectivement, la frontière entre le gratuit et la licence est quand même assez ancrée. Et donc les gens pensent effectivement que Docker Desktop, c'est entièrement gratuit ou en tout cas que le coût d'utilisation de ce genre de produit est gratuit, mais à chaque fois que vous téléchargez quelque chose, il y a quelqu'un qui paye la facture. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, autour des instances. Quand vous commencez à faire du scale, au début, on avait, une équipe hub, on va dire, et puis une équipe desktop, en gros, quoi, avec 70, bon, avec la sécurité, des tas de trucs autour, mais en gros, c'était ça. Bien sûr, toute une partie engine, historique Docker avec l'open source, le Docker, le produit open source. Et quand tu scales, eh ben, tu te retrouves à avoir plusieurs produits. Aujourd'hui, j'en ai parlé, on a un produit qui s'appelle Docker Harden Image, on a un produit de build, on a plusieurs produits qui tournent sur le cloud et qui chacun vont dépenser un peu de C2, donc un peu de compute, un peu de storage. Et tu as envie de savoir un petit peu bah, qui dépense quoi et comment ça se passe après. Tu auras une espèce de vision, quoi. Tu vois tes coûts avancer, augmenter. Notamment, on va en parler, je pense, dans les négociations avec AWS. Et toi, tu as envie de savoir un petit peu comment ça se passe et notamment comment te projeter dans l'avenir. Est-ce que, par exemple, quand tu démarres un nouveau projet cloud, qu'est-ce que ça te coûte? Est-ce que c'est peanuts par rapport au coût d'infrastructure des produits existants qui sont excessivement consommés ou pas du tout? Et donc ça, on a commencé à prendre tout un enfin, au début, moi, j'étais complètement aveugle, hein, puisqu'on avait fait ça en mode, encore une fois, réduction de coûts drastique, sans chercher à analyser. Et donc j'avais tous les coûts de C2, tous les coûts de storage qui étaient mélangés. J'étais incapable, par exemple, au tout début, de distinguer, les pools qui étaient faits du hub des pools de Docker Desktop. Et donc ça, bah, on a commencé à taguer, l'ensemble des ressources, qui étaient créées. Donc ça, chaque fois que vous créez une instance EC2, bah, vous la taguez avec, le nom d'un produit, le nom d'une équipe. Nous, on a fait les noms des équipes au début, comme ça, c'était relativement simple à fait de regrouper après dans des queries pour, avoir que moi j'ai un dashboard qui me dise: «Bah, tiens, les coûts du produit X, il m'a coûté, tant, le hub, ça me coûte tant en storage, en compute» et cetera.
Et ça prend du temps parce que, bah, effectivement, dans une entreprise comme Docker avec, une centaine d'ingénieurs, bah, des trucs, on déploie toutes les 5 minutes. On arrête aussi toutes les 5 minutes. Il faut aligner tout ça. Donc ça, c'était un temps d'investissement d'engineering assez conséquent. J'ai trouvé ça super intéressant, ce dont tu as parlé avec Docker Desktop, parce que je trouve qu'on dit souvent que les développeurs se fichent des coûts. Mais je trouve dans l'engineering, on aime avant tout résoudre des problèmes et donc quelquefois juste faire remonter le problème et le rendre visible, à savoir pouvoir pointer sur Docker Desktop et dire bah, chaque mise à jour coûte tant et sur les X mises à jour par jour qui sont effectuées, bah, ça add up assez rapidement. Quelque part, ça peut suffire à déclencher le bon comportement. Pour les ingénieurs, on n'a pas besoin de mettre d'incentive ou de programme en place. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Et l'autre aspect aussi, c'est que finalement, ton initiative de réduction de coûts, elle donne lieu à moins de patchs, à des mises à jour plus rapides, et donc ça a un effet aussi bénéfique sur l'expérience utilisateur. Je trouve intéressant aussi de démarrer par les coûts et d'atterrir à quelque chose qui impacte positivement tes users. Et sur le tagging, sinon, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui remonte assez fréquemment comme initiative vraiment cœur dans le FinOps, parce que finalement, c'est ce qui permet de faire le pont entre l'engineering et la finance. C'est ce qui permet d'attribuer les coûts de choses qui ne parlent pas du tout à la finance, des bases de données, des instances, à des équipes, des projets. Et donc, c'est vrai que ça revient assez fréquemment. Et Jean-Laurent, tu as parlé à quelques reprises d'AWS, donc, qui est un des trois grands hyperscalers, fournisseurs de cloud internationaux. On comprend que les budgets cloud d'un acteur de l'envergure de Docker sont assez colossaux, tu as parlé de plusieurs millions. Quelle est ta relation avec AWS et quel est ce qu'on appelle ton bargaining power ou ton levier de négociation euh, avec AWS? Comment est-ce que tu approches les dimensions achat et négo? Alors, ça, c'est vraiment j'ai appris sur le terrain et puis, à la dure, hein. Je veux dire, en passant en ayant tout d'un coup la responsabilité de l'ensemble des coûts. Donc c'est intéressant ce que tu poses comme question parce que moi, je m'étais imaginé qu'en tant que Docker, on avait, une puissance de négociation phénoménale et en fait, on est un petit acteur. Donc, Docker, c'est, plusieurs millions de dollars par an, de dépenses, pour faire tourner Docker Hub et Docker Desktop. Et plus l'ensemble des autres services qui sont autour. Et en gros, assez rapidement, on se rend compte que la négociation avec Amazon, elle est autour de bah, quelle est la progression que tu vas faire de dépenses chez eux. Et c'est pour ça que c'était hyper intéressant avant de taguer et de comprendre, parce que du coup, toi, tu peux éventuellement te projeter en te disant, bah, ce service-là, moi, je sais que je vais pas trop investir dedans, donc je sais que mes coûts vont, comme je les ai tagués, je les ai dans mon dashboard. Je me dis, bah, ces coûts-là, je sais à peu près les connaître. Et par contre, je sais que, par exemple, quand je crée des nouveaux produits, bah, ça va me coûter tant, 1 million de dollars, ou 500 000 ou 200 000 ou 100 000. Et donc, du coup, bah, je sais que si je commence 5 nouveaux projets, bah, ça va me coûter ça. Et donc, du coup, j'arrive avec la négociation avec Amazon en disant, bah, je sais que cette année, je vais probablement dépenser dans ces ordres. Donc, moi, la négociation se faisait tout aux US. Hein, donc, j'avais des gens qui étaient tout en détail, qui m'aidaient dans ces négociations-là. Mais en gros, bah, tu dis, bah, je vais dépenser tant cette année, donc disons 7 millions de dollars par exemple. Et l'année dernière, je dépensais 6. Et ben, du coup, tu as un rebate qui est voilà, négocié à ce moment-là sur l'ensemble des services, qui est lié à la consommation supplémentaire que tu vas faire chez eux. Le bargaining power, bah, il est un petit peu, c'est-à-dire que tu peux essayer de jouer sur du multi-cloud, ou tu peux essayer de jouer, nous, on a beaucoup travaillé avec Cloudflare et Amazon, et donc de temps en temps, on prenait des services de Cloudflare, on prenait des services d'Amazon. Quand tu fais ça, il y a une dimension commerciale, effectivement, comment tu négocies avec l'un ou avec l'autre. Mais il y a aussi une dimension engineering. C'est-à-dire si tu dis, bon, bah, maintenant, j'utilise des services chez Cloudflare ou j'utilise des services chez Amazon, bah, voilà, il y a des ingénieurs derrière qui vont faire le boulot pour que ça fonctionne. Donc, tout ça est assez complexe quand même. Hein. T'es dans un gros paquebot qui avance plein de balles. Et si tu veux le diriger, bah, il faut prendre des mesures importantes en amont des négociations. Donc, moi, je sais que la négociation, elle était toujours autour de mars chez nous. Donc ça, c'est des choses qu'on se préparait, voilà, fin décembre, mi-décembre, j'avais mes dashboards complets et puis on regardait quels allaient être nos coûts. Mais grosso modo, j'ai envie de dire, quelque part, c'était entre guillemets, «sans stress», dans le sens où, dans un service qui est aussi utilisé que Docker, tu as une progression naturelle des usages et donc des coûts. En gros, tu as, voilà, 10-15 de progression par an, c'est quasiment entre guillemets «sans rien faire», c'est-à-dire en maintenant, hein,
si tous les ingénieurs qui m'écoutent en me disant: «Mais non, qu'est-ce que tu parles? Quand c'est juste maintenir, c'est déjà des coûts». Oui, je sais, mais d'un point de vue purement, finance et négociation, quelque part, tu sais déjà que tu vas te prendre 10 à 15 dans la tête de progression et après, c'est à toi de négocier à la marge, l'ensemble des éléments. Mais il y a un lock-in, fantastique. C'est-à-dire, dans un service comme Amazon, moi, je sais qu'au début, quand j'ai repris, les rênes de la boîte en 2019, là, on a regardé en se disant: «OK, nos coûts sont sur Amazon, juste par acquis de conscience. Qu'est-ce que ça ferait si on partait chez Azure ou si on partait chez GCP à l'époque?» Et donc, je sais que 3 fois ou 3 ou 4 fois, et je m'excuse auprès des ingénieurs qui ont fait ce truc-là, on a fait des études pour savoir qu'est-ce que ça nous coûterait, de tout quitter et d'aller dans un autre provider. Et ben, les coûts sont assez rédhibitoires, notamment chez nous, en partie à cause du storage. C'est-à-dire qu'une grosse partie des coûts de Docker, c'est autour des multi-pétabytes qu'on a de données, qui sont, les images que vous stockez sur Docker Hub, et l'ensemble des gens stockent sur Docker Hub. Et ça, migrer des pétabytes de données, d'un cloud à l'autre, c'est assez complexe. Ça coûte très, très cher et en dehors du côté d'engineering, qui est quand même une belle pirouette quand même, hein, de passer, une cascade un peu complexe à exécuter pour passer d'un cloud à l'autre, hein. Si vous devez changer tous vos services EC2 vers des services chez Azure ou chez GCP, ça se fait pas en 5 minutes, même avec des conteneurs, même avec, des capacités comme, Kube et tout ça. C'est pas super simple, donc il y a déjà un risque opérationnel, et en plus, le coût est assez rédhibitoire. Je sais que moi, quand on a plusieurs fois, on a regardé comment partir chez Azure, et ça nous a paru très, très, très complexe. Il y a aussi un autre aspect, hein, c'est, quand même que enfin, encore une fois, sur le storage, c'est assez intéressant. Heu, Si vous regardez un petit peu en détail ce que propose Amazon autour du storage, il y a beaucoup de choses autour de, bah, l'extraction de données, pour le passer, chez vous ou ailleurs. Je sais qu'à une époque, il y avait même, des camions, dans lesquels vous pouvez stocker, vos données sur des disques durs qui sont transférés d'un endroit à l'autre, que vous pouvez aussi utiliser pour faire de l'extraction de données. Donc en gros, vous recevez chez vous, des cartons avec des disques durs et puis, bah, à vous d'après de les injecter de l'autre côté. En termes de rapidité aussi d'exécution, c'est compliqué, hein. Si vous voulez faire un truc avec zéro downtime sur un sujet comme ça, donc pas d'interruption de service, bah, il va falloir quand même stocker les données à un endroit, les dupliquer à un autre. Plusieurs pétabytes que vous devez transférer sur le réseau, ça se fait pas en 5 secondes. Donc notamment, je sais que, les cloud providers ont des services dans lesquels vous arrivez avec des disques durs, vous les stockez chez eux. Vous leur envoyez les disques durs et en eux, ils s'occupent de les stocker, de les transférer en «local» du coup, entre guillemets, sur leur service de stockage distant. C'est tout un monde, un peu impressionnant. Pour finir, la négociation, elle est relativement simple si vous y prenez à l'avance, et je pense que ça demande vraiment de la préparation, et là, pour le coup, j'ai envie de dire, c'était la période de l'année que je passais le plus de temps avec la finance. C'était ce truc-là. Et là, une bonne relation, on avait, quelques ingénieurs qui étaient dédiés avec, une personne côté finance qui quand même maîtrisait assez bien, qu'est-ce que c'était qu'S3, qu'est-ce que c'était que C2, qu'est-ce que c'était que l'ensemble des produits, et qui avait une bonne image de l'ensemble des données. Après nous, le transfert out de Amazon, on l'a pas fait, je pense qu'on le fera jamais, et on est très content du service, hein. C'était juste une question d'essayer d'aligner un petit peu nos coûts. Voilà. Après le multi-cloud chez nous, bah, on l'a jamais fait, parce que moi ça me semble, excessivement complexe. Après, le multi-région au sein d'Amazon ou au sein de chacun des cloud providers, ça je pense que c'est un autre sujet, et je pense que c'est très, très, très intéressant. À l'époque, au moment où vous les écoutez ce podcast, il y a eu, un downtime chez Amazon et un autre chez Azure, à quelques semaines d'intervalle, ou une semaine d'intervalle là, fin octobre. Ça nous arrive une ou 2 fois dans l'année. Donc effectivement, US East 1, chez Amazon, qui est, la zone, dans laquelle, l'ensemble historiquement des services, des plus grands, de la tech, utilisent. Avoir du multi-région, c'est un vrai investissement, je pense, qui est vraiment utile aujourd'hui, parce qu'on a des pannes d'US East 1 maintenant, je sais pas, une ou 2 fois par an, j'en sais rien, je parlais les stats. Mais donc le multi-cloud, moi, je vois pas comment le faire de manière opérationnelle à l'échelle d'un produit comme Docker, et j'en ressens pas le besoin. Là, du multi-région, ouais, si, bien sûr, ne serait-ce que pour nos utilisateurs, ça me semble être nécessaire, mais très difficile à faire, effectivement. Encore une fois, du multi-région, ça demande un système de complexité qui est au-dessus, et donc, vous l'avez tous deviné, des coûts supplémentaires auprès des, service providers. Et j'imagine, que, le dernier downtime, chez AWS sur IS East 1 va inciter pas mal d'acteurs, à mon avis, à investir justement dans le déploiement multi-région et comme tu dis, ouvrir des nouvelles problématiques, FinOps qui vont un peu se normaliser partout donc quelque part assez intéressant et juste un petit commentaire, je trouve ça assez fou de se rendre compte qu'il y a encore des camions qui transportent des des disques durs avec des volumes de data énormes pour transférer d'un cloud provider à l'autre. C'est assez rigolo. Merci pour cette anecdote. Ça démystifie pas mal de choses, je trouve.
Voilà, en tout cas, c'est super intéressant, Jean-Laurent, de comprendre comment une boîte comme Docker aborde les sujets FinOps, tels que la culture, la gouvernance, l'achat. Et j'aimerais maintenant qu'on parle d'un sujet qui est la FinOps appliquée à la Gen AI, que tu connais bien, puisqu'aujourd'hui et depuis à peu près 1 an, c'est le cœur de ton quotidien. Et on sait tous que l'IA a introduit des nouveaux outils à un rythme super important, des nouveaux services cloud et même des nouveaux modèles de facturation pour ces services. On se demandait sur la partie tooling type, Cursor, Claude Code, comment est-ce que tu gères ce budget? Comment est-ce que tu gères la mesure de l'usage? Et comment est-ce que tu mesures le ROI sur ces outils? Ouais, c'est une super question, la réponse, elle est très claire, c'est le bazar. C'est le bazar et quelque part, je me fiche pas mal que ce soit le bazar. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, je pense que, à mon humble avis, l'IA est en train de transformer la façon dont on est en train d'écrire du software aujourd'hui. Que ce soit parce que vous rédigez vos PRD, avec Claude ou Gemini ou OpenAI, ou est-ce que parce que vous utilisez des systèmes d'assistance au coding? De toute façon, les investissements sont tels et les changements c'est un changement majeur. Donc quand on a un changement majeur dans l'industrie comme ça, j'ai envie de dire: «Je veux pas rater le coche». Je veux comprendre le plus rapidement possible comment ça marche. Je veux savoir quel est l'usage, que les gens en font en interne. Et après, je veux déjà, comprendre le mécanisme et le changement dans lequel on est. Ça, c'est mon premier er sujet. Et donc quand je suis dans un changement comme ça, je me fiche un peu, entre guillemets, toute proportion gardée, du budget et du ROI. J'ai déjà envie de comprendre le système. Après, le changement est tellement brusque, et il y a tellement d'innovations en ce moment, je sais pas, toutes les semaines, il y a un nouveau truc qui sort, que ce soit, des avancées technologiques sur les modèles, ou bien, des outils qui sortent pour des domaines. On le voit maintenant, c'est de plus en plus spécialisé dans des domaines particuliers, sur la réduction de bugs, sur le CI, sur le coding, sur, la planification des tâches. Donc c'est un peu moins majeur que ce que c'était, en termes d'impact il y a quelques mois, mais ça reste encore, toutes les semaines, il y a un nouveau truc qui sort et donc il faut essayer de comprendre ce truc-là. Donc quelque part, j'ai envie de dire, bon, je veux embrasser ce modèle-là et je veux le comprendre. Donc ça, c'est le 1er point. Donc la calcul sur ROI aujourd'hui, bah, je ne sais pas te le dire. Je j'ai aucune idée, du ROI, de l'impact. Par exemple, un truc qui est intéressant, c'est, je me suis dit: «Bon, j'ai pas mal d'ingénieurs qui utilisent, les 3/4 de mes ingénieurs utilisent, ou la majorité des ingénieurs utilisent, des outils de coding. Super. Donc, j'aimerais savoir le ROI. Est-ce qu'ils codent plus? Ils se codent moins? J'ai plus de PR, j'ai moins de PR. J'ai plus de CI, j'ai moins de CI. J'ai plus de déploiement, j'ai moins de déploiement. Alors ça, je peux le regarder de manière globale, hein. Je peux regarder, de manière générale, est-ce que j'ai plus de pull requests dans GitHub? Est-ce que j'ai, plus de déploiements en production? Est-ce que ces déploiements en production plantent plus ou plantent moins? Globalement, j'ai pas vu moi un changement majeur, hein, sur ces éléments-là. La vraie question, c'est, combien de ces gens-là, de mes ingénieurs ont utilisé effectivement l'IA pour, déployer leur pull request, ou pour, faire leur changement de code? Et bah, ça aujourd'hui, moi je sais pas le tracer, parce que, bah, il y a des ingénieurs qui utilisent, on va dire OpenAI pour essayer de comprendre les problématiques qu'ils ont, pour lire du code. Ça leur a permis de gagner du temps, ouais, très bien, super. Mais par contre, je sais pas le mesurer à la fin. Moi, je vois le nombre de PR, donc je peux me dire: «Ah bah, OK, j'ai augmenté de 5 ou de 10 le nombre de PR que j'ai fait. Très bien, qu'est-ce que j'en fais de ça? Qu'est-ce que je suis capable de relier ça à un usage particulier, d'OpenAI ou de Claude ou d'autres choses? Bah, pas vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sais pas vraiment faire ce lien. Et quelque part, je m'en fiche un peu. Ce que j'ai envie, c'est déjà, moi, de comprendre le domaine dans lequel je suis. Tout ça, on va en avoir besoin, hein, d'accord? Tout ça, c'est des choses qu'on va absolument avoir besoin de comprendre. Mais aujourd'hui, c'est très difficile de relier, l'impact qu'un ingénieur a fait avec son usage en particulier, de l'IA. Un gars va dépenser 500 chez Claude sur un week-end, sur une semaine. Est-ce que finalement je suis capable de relier ça avec un gain de productivité de son côté? Non. Est-ce que je le recherche? Non plus. Ce que j'ai envie, c'est qu'il soit plus à l'aise et globalement, qu'il comprenne comment être plus efficace avec son outil. Je pense que l'IA pour les ingénieurs est là pour nous assister, elle est là pour nous rendre un peu plus rapides. Il y a des usages, divers et variés. Je vois des ingénieurs qui sont très jeunes, qui ont plutôt tendance à pas mal s'en servir. Des ingénieurs beaucoup plus expérimentés qui s'en servent pour des choses beaucoup plus, contraignantes. On est dans un boom total et donc quelque part la mesure elle est assez complexe aujourd'hui. Je me rappelle dans ma carrière, moi j'ai changé 3 ou 4 fois d'IDE, hein. J'ai commencé, sous Windows avec un Notepad, Notepad++ ou un machin comme ça. Après j'étais dans le monde Java, donc j'ai fait de l'Eclipse et puis j'étais avec les cool kids, donc j'ai fait du JetBrains et puis, ensuite je suis rentré chez Docker, donc effectivement là, on a utilisé les outils, de JetBrains sur Go et puis, après j'ai fait VS Code et voilà, là je viens de vous retracer quasiment 20 ans, 25 ans de
d'IDE. Là, en un an, on est passé de VS Code avec l'assistance de Copilot à Cursor, et puis maintenant Claude Code ou OpenAI Cortex, là, le tout en moins d'un an. Et encore, ça continue, hein. Il y a des droïdes et des machins, il y en a des outils d'aide au développement, il y en a des palanquets qui sortent toutes les semaines. Et donc ça, c'est voilà, c'est pour dire que l'accélération est telle. J'ai changé autant de fois en d'IDE sur toute ma carrière que là dans la dernière année, en gros. Donc c'est un tel maelstrom de choses que je pense qu'il faut plus être là dans l'absorption et de comprendre comment ces outils fonctionnent, mais au quotidien déjà, avant de commencer à mesurer les coûts. Mais c'est sûr qu'on va arriver à une mesure de coût. Les négociations avec OpenAI, Anthropic et Gemini, bah, elles sont aujourd'hui, c'est plutôt dans la je calcule les coûts et je regarde l'usage que j'en ai pour essayer de comprendre si ma workforce, là, mes ingénieurs utilisent ou pas l'IA. Et effectivement, ça explose, hein, donc j'ai envie de dire, il y a un an, c'était, je sais pas, 10-15% des ingénieurs. Aujourd'hui, c'est une grande majorité des ingénieurs à Docker utilisent l'IA de manière différente. Et on n'en est pas complètement sur la partie heu, négociation encore. On est plutôt dans une phase d'expansion telle qu'on est en train de comprendre à peu près comment ça fonctionne. Donc on a des négociations avec OpenAI et Anthropic autour de plutôt comment faire en sorte de comprendre leur business model qui change quand même pas mal, hein, à chaque fois, Anthropic notamment, là, pour essayer de comprendre quel est l'usage. Après, je regarde toutes les semaines les coûts, hein, et puis on a des caps. Donc, quand l'ensemble de l'ingénierie a capé $5 000 dans le mois, bah, tu t'arrêtes et puis tu dis: «OK, j'en suis où par rapport au mois dernier? J'en suis plus? Est-ce que je suis capable de me projeter?» On est plutôt là-dedans. On a très envie d'embrasser le GNI à Docker. Donc, c'est plutôt une, entre guillemets, chèque en blanc avec en mesurant quand même les coûts, en observant les coûts. Ouais, d'accord. OK, c'est très clair. Je comprends qu'en fait, tant qu'on est dans ce rythme effréné de sortie d'un nouvel outil toutes les semaines, tu surfes sur la vague, sans te préoccuper trop des coûts. Ça, c'est intéressant et je comprends aussi que dans une boîte comme Docker, même avec ce niveau de maturité, vu le rythme effréné, en fait, il y a pas encore vraiment de politique d'utilisation des outils IA, pour les développeurs parce qu'en fait, ça va trop vite, quoi. Et puis on a envie d'embrasser le truc, donc tu pas envie de rater le coche, de comprendre ce qui se passe. Donc, Ouais, d'accord, c'est intéressant. Ça, c'est sur la partie, tooling, du coup. Sur la partie fonctionnalité pure chez Docker, toi, tu es chargé chez Docker, donc de déployer des nouvelles fonctionnalités basées sur la Gen AI, comme tu nous disais. Notamment, tu nous parlais de l'assistant Gordon qui est intégré à Docker Desktop. On se demandait, est-ce qu'il y a des nouveaux coûts qui sont occasionnés par ces fonctionnalités? Et est-ce qu'il y a, déjà aujourd'hui un intérêt à optimiser ces coûts? Et si oui, quels sont les leviers que tu as pu mettre en œuvre, pour y parvenir? ouais, donc Gordon, c'est un outil intégré à Docker Desktop, hein. Gordon, c'est le nom qu'on a donné à l'assistant. C'est un produit GenAI assez classique aujourd'hui, qui consiste à avoir l'ensemble des données autour de l'utilisation de Docker pour que vous puissiez lui poser des questions. Parce que Docker, faut pas se mentir, c'est quand même compliqué, hein, d'accord? Connaître l'ensemble des flags, des optimisations, ça demande du temps. Si vous regardez la plupart des Docker files ou des compose files qui sont écrits dans le monde, c'est des sujets qui sont en général assez mal écrits parce que c'est compliqué, tout simplement. Et aussi que, bah, c'est un vrai métier, de savoir écrire ce genre de choses. Et puis aussi, on fait des innovations en permanence, dans l'engine et dans Docker en général. Et donc du coup, bah, il faudrait presque avoir une formation, se former en permanence pour toujours optimiser ces images. L'idée de Gordon, c'est, bah, voilà, vous avez à votre service un espèce de chatbot, assez avancé qui vous permet de pas avoir à vous former à Docker en détail. Vous lui posez des questions sur l'optimisation de Dockerfile, il va vous répondre et puis vous avancez avec ça. Donc c'est un produit de GenAI qui tourne sur OpenAI aujourd'hui, essentiellement. Alors à travers Azure en termes d'infrastructure, parce qu'Azure propose des services autour d'OpenAI qui sont très, très, très stables. Donc nous, on est assez content de ça. On utilisait le SaaS d'OpenAI directement avec on parlait des coupures chez US East One, chez OpenAI récemment, ça a été il y a eu des hauts et des bas, des coupures complètes pendant plusieurs minutes, plusieurs fois. Et donc du coup, avec les instances chez Azure de OpenAI, on arrive à avoir quelque chose de stable. Donc les coûts de Gordon, bah, c'est assez simple, hein, c'est pas très élevé. Gordon, il y a pas mal, hein, il y a 10 à 15 000 questions qui sont posées par jour à peu près, donc c'est un outil qui est relativement utilisé, qui est à ses débuts, qui sont des coûts, très, très raisonnables. On est moins de 300 € par jour à peu près, sur en tout cas les coûts, purement, opérationnels autour de l'AI. Donc c'est pas des sujets sur lesquels j'ai envie d'optimiser beaucoup. Enfin, j'ai pas beaucoup envie d'optimiser. Les leviers, ils vont être essentiellement, d'essayer de calculer en gros, combien me coûte une question, quoi. D'accord? Ou combien me coûte un utilisateur. Et donc ça, moi, je vais regarder ça.
Alors qu'on a des rate limiting, hein, bien sûr, la base dans ce genre d'application, c'est effectivement de faire du rate limiting, donc de limiter le nombre d'interactions si les gens en abusent, de telle manière à ce que ça reste utilisable pour tout le monde. On n'est pas là non plus pour fournir un service autour d'OpenAI gratuitement auprès de tout le monde. Alors il y a un tel biais. Gordon répond essentiellement à des questions autour de Docker. Vous lui posez des questions autour d'autre chose, il va vous dire maintenant, j'ai envie de répondre, j'ai envie de répondre là-dessus. Donc c'est pas un OpenAI bien sûr complet, mais c'est très teinté Docker. Donc on mesure les coûts par utilisateur. Effectivement, on va regarder la fenêtre de contexte, puis à un moment on va dire bon bah attends, ça va plus. Donc là on utilise soit on limite, soit on compacte la fenêtre de contexte assez classiquement. Et puis avec les modèles providers, bon, on négocie pas encore là-dessus parce que les coûts sont assez faibles. Donc le coût de, voilà, si moi je passe une journée à négocier, ça me coûtait plus cher que si j'optimisais pas. Donc ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va essayer d'utiliser le bon modèle en termes de coûts par rapport à l'utilisation qu'on a. Donc Gordon a 4-5 types de questions différentes et on utilise des modèles différents chez OpenAI en fonction. On va faire du haut mini pour certains types de questions, des modèles un peu plus compliqués pour d'autres. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait à peu près. Super, merci Jean-Laurent. Donc on a parlé de la FinOps dans le cadre du déploiement de la GenAI avec des outils comme Gordon que tu viens de mentionner. Pour finir, on aimerait s'intéresser à l'inverse, à ce que l'AI peut apporter à la discipline FinOps. Et on peut commencer par donner notre perspective chez Opsima. Nous, on développe un tool FinOps qui fait de la gestion automatisée des engagements financiers, donc type Reserved Instances et Savings Plans chez AWS. Et on a pris le parti de ne pas faire d'agentique dans ce cadre. On utilise disons, du machine learning plus traditionnel avec, par exemple, du forecasting de time series pour projeter les coûts. On s'inspire du reinforcement learning pour le moteur de décision qui est au cœur de notre service et qui recommande les engagements. Mais sinon, c'est surtout de l'optimisation assez conventionnelle. Donc, pas de LLM, pas d'agent GenAI. Et pourquoi? Parce qu'on s'appuie sur de la donnée d'usage et de la donnée de pricing, qui est de la donnée finalement tabulaire très structurée et qui répond à des mécaniques qui sont très déterministes. Et c'est aussi de la donnée qui est volumineuse et donc qui a tendance à faire halluciner les LLM et les agents. Et avec ce qu'on fait, c'est-à-dire la prise d'engagement financier, avec des impacts financiers potentiels importants pour nos clients, ben, on ne peut pas vraiment se permettre d'approximation, d'hallucination ou d'erreur. Donc pas d'agentique chez Optima, mais ça c'est notre positionnement, en tout cas à date aujourd'hui, hein, comme tu l'as soulevé, les choses évoluent très vite. En tout cas, on était curieux d'avoir ta perspective, de savoir d'après toi ce que l'IA et l'agentique peuvent apporter à la discipline FinOps. Qu'est-ce qui, d'après toi, peut être automatisé ou qu'est-ce qui, au contraire, va rester de l'ordre de l'humain, en tout cas à court et moyen terme? Donc j'ai pas un diplôme en FinOps, encore une fois, mais c'est vrai qu'on peut essayer de faire un parallèle entre comment on utilise l'AI dans l'engineering et comment ça peut s'appliquer à d'autres disciplines. Un truc qui est assez marquant avec l'engineering, c'est que aujourd'hui, on va jamais laisser une IA pusher directement en production, par exemple. Au mieux, on va lui demander d'aller, alors éventuellement écrire du code, ok, très bien, mais finalement, le commit et le push dans la 90%, 95% des cas, c'est quand même un humain qui le fait. Et notamment, alors peut-être on va utiliser l'IA, notamment on utilise beaucoup ça à Docker sur des pull request review. Donc vous avez une IA qui va analyser le code et vous faire une requête. C'est très utile dans certains cas, c'est assez risible dans d'autres. Et effectivement, si tu appliques ça à des données financières, notamment des données structurées, comme tu disais, voilà, je serais assez prudent comme vous l'êtes. Je pense que l'IA est là pour nous aider à aller plus vite dans un certain nombre de sujets. L'IA, c'est quand même fantastique parce que on change un peu d'interface, quoi. Au lieu d'avoir des interfaces avec des boutons et des données structurées, on se retrouve à être capable d'apprécier du texte. C'est ça l'interface d'input et d'output avec une IA. Hein, on peut balancer du texte et ou avoir un output du texte. Sur des données structurées, effectivement, je pense que c'est assez dangereux. Nous, on a, en tout cas aujourd'hui dans l'état actuel des choses, alors il y a toujours des gens qui vont vous raconter que tu peux utiliser une LLM as a judge, donc c'est une LLM qui va vérifier le résultat d'une autre LLM qui du coup serait capable effectivement d'arriver à un résultat plus intéressant. On a fait beaucoup d'essais à Docker aussi, où par exemple on faisait une boucle avec des agents dans lequel on essayait d'avoir un résultat. Mais si on faisait la boucle une fois, on avait un résultat qui était assez nul. Si on faisait la boucle deux fois, on avait un résultat qui était plutôt bon. Et si tu faisais la boucle 1000 fois, tu avais un résultat qui était parfait. Mais enfin, pour un coup, à ce moment-là, complètement délirant. Donc effectivement, peut-être qu'on pourrait arriver en faisant tourner 1000 fois dans des boucles de vérification des résultats intéressants. Aujourd'hui, au regard des coûts, ça me semble assez complexe et pas forcément très intéressant.
Il y a pas mal je trouve que l'IA est toujours là pour nous assister. Donc, avoir par exemple nous on a un outil en interne qui s'appelle Prophet AI qui est assez sympa, qui en termes de sécurité, nous permet de quand on a un problème de sécurité, qui nous permet de drill down sur l'ensemble. Donc il va analyser, il va faire de la corrélation entre des données auxquelles on n'avait pas pensé. Notamment, il va regarder les logs d'AWS avec les IP ou des choses qui viennent de l'IT pour nous permettre de dire, bah, tiens, tel gars s'est connecté depuis tel endroit, il a fait telle opération, il a eu une escalation de privilège à tel moment. C'est pas quelque chose qui est d'habitude usuel et tu peux drill down sur ces éléments-là. Mais là, encore une fois, il n'y a pas de prise de décision. L'IA va te servir d'agrégateur de l'ensemble des éléments et va te donner un summary ou un résumé assez intéressant d'informations qui sont trop difficiles à regarder en détail. Et donc là, il y a un vrai intérêt à utiliser l'IA pour faire du résumé et de vous permettre de drill down. Mais après, à la fin, la décision, c'est toi qui la prends et tu dois avoir les données brutes sans qu'elles soient interprétées par l'IA elle-même. Donc ça, je trouve que cet élément comme Prophet AI, dans lequel j'ai pas d'action, ont appliqué ça à la sécurité, est assez intéressant. Et quelque part, la sécurité et la finance, c'est deux sujets sur lesquels tu veux pas que les machines elles fassent le truc toute seule. Tu veux que ce soit toi qui prenne les décisions. Et donc, je trouvais le parallèle peut-être usuel. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Ouais, ouais, bah, on est assez d'accord avec toi. Tout ce qui est, finance et sécurité, on a un tel besoin de contrôle qu'aujourd'hui, alors je serais curieux qu'on se repose cette question dans 6 mois vu la vitesse à laquelle ça va, mais aujourd'hui, on a encore ce besoin de contrôle et on est encore sceptique à confier ces tâches-là, à des systèmes qui peuvent halluciner ou qui ont encore, un taux d'erreur, qui existe, quoi. Mais oui, oui, je pense qu'on se rejoint sur ce constat. En tout cas, bon, c'est vraiment intéressant de soulever avec toi, Jean-Laurent, le capot d'un service, comme Docker qu'on utilise tous les jours et de comprendre du coup les détails de ton approche FinOps. Merci pour cet échange, un grand merci, c'était riche en enseignements et en anecdotes, donc merci à toi Jean-Laurent. Bah, merci, hein, c'est toujours utile de regarder ça avec l'angle, vous qui êtes des spécialistes de la FinOps. La structuration des questions et l'usage est hyper intéressant. Et je pense que chaque VP Engineering a de toute façon besoin de comprendre ce domaine-là. Et c'est souvent un sujet sur lequel on ne pense pas forcément. Donc c'est assez critique et c'est quelque chose que j'ai appris sur le tas, entre guillemets, la FinOps, comme je l'ai dit plusieurs fois dans l'entretien. Et je pense qu'effectivement, c'est assez critique comme sujet et un peu oublié. On va dire, on pense plus au scaling des équipes d'engineering, les outils, comment faire scaler ses équipes, comment recruter, etc. Mais la FinOps, c'est un vrai pan de la responsabilité du VP. On est bien d'accord avec toi. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous au Tech Rocks Summit les 1er et 2 décembre 2025 au Théâtre de Paris. À bientôt.